Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et bienvenue dans ce premier épisode d'Archetype Podcast. Moi, c'est Ismaël. Moi, c'est Salah. Et Madame Amina, Bonsoir. bienvenue. Merci. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et nous, la première fois qu'on vous a rencontré, votre parcours qui nous a fait rêver, nous en particulier, et j'espère d'autres personnes. Et nous souhaitons que vous nous racontiez un peu cette épopée, comment ça s'est passé. Donc voilà, donc je m'appelle Amina Bouayed, originaire de Fès. J'ai grandi à Fès, puis j'ai fait mes études à Paris. J'ai fait architecture à l'école Paris-Val de Seine. Ensuite, j'avais fait un stage à New York et je suis tombée amoureuse de la ville. Et quand j'ai eu mon diplôme à Paris, je me suis dirigée vers New York où j'ai fait des études. Donc, je suis urbaniste aussi. Donc, j'ai fait un master en urban design. Et ensuite, j'ai vécu pendant 10 ans, enfin au total 11 ans à New York. Mais après mon diplôme, donc j'ai travaillé pendant 10 ans. Au début dans une boîte d'archi, une petite boîte PM Architecture. Pendant 8 ans, donc une boîte d'archi de développement immobilier. Et ensuite, pendant 2 ans, dans une boîte qui s'appelle Artemis Construction, où c'était un développement immobilier, enfin développeur immobilier, et où on faisait de la construction de tours. Ce qui m'a intéressé et qui m'a interpellé surtout, c'est donc vous avez connu un peu les deux facettes de la conception, c'est-à-dire à la fois la conception sur le bureau, j'imagine, avec les concepts, et après le côté de réalisation, le brouhaha, le chantier, le dark side aussi. Donc vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a... comment dire, quelles sont les particularités de chaque partie de construction, de réalisation, et qu'est-ce qui peut être intéressant, par exemple, dans la conception, et qu'est-ce qui est intéressant dans la réalisation concrète du projet? Ok. Alors effectivement, j'ai fait les deux. Donc la partie archi, donc, où j'étais dans une boîte d'archi, donc derrière un ordi, où il faut faire la conception d'immeubles. Donc là, pour le coup, je travaillais sur des réhabilitations et des nouvelles constructions, mais c'était des constructions de 7-8 étages, donc c'était petite échelle pour New York. Et je trouvais que ce qui me manquait, en fait, c'était l'expérience sur le terrain, d'aller sur les chantiers, parce qu'en fait, en tant qu'architecte, on arrive à dessiner, en fait, on apprend ça à l'école et on dessine, mais ce qui est important, c'est de voir sa réalisation se concrétiser et le voir sur le terrain. Oui. Et de mon expérience, en fait, sur terrain, j'ai appris énormément grâce aux ouvriers qui, pour le coup, font tout à la main. Et c'est vraiment grâce à eux que j'ai énormément appris. Et ça te permet, en fait, de voir ce que tu dessines et de le voir en mode construit. Parce que nous, en tant qu'architectes, on est des rêveurs. On dessine beaucoup. Et on a l'impression que c'est parce qu'on a dessiné, ça va être faisable et c'est réalisable. Et mais après, la réalité est malheureusement tout autre. Notamment avec les réglementations urbaines. Complètement. Et pendant la conception dans la première agence, oui. Est-ce que ici au Maroc, les agences dans lesquelles on a fait nos stages, c'est tout de suite que de l'ordinateur. Il y a vraiment pas le temps de retourner un peu à la touche traditionnelle de l'architecture. À la main. À la main. Et c'est pas l'essentiel qui soit à la main, c'est-à-dire qu'il est expérimental. Et qu'il est empirique, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on est à la main, on est beaucoup plus enclin à refaçonner ce qu'on a fait. Oui. Parce que sur l'ordinateur, on a galéré pour le faire. On a fait 30 minutes pour faire le plan. C'est-à-dire que quand on veut changer, on se dit vas-y, je vais pas changer ça va me donner des bugs, ça va... Ouais. Mais avec le crayon, on supprime le calque et on refait un autre calque et après on peut se lancer sur une autre approche. Idem pour les maquettes, idem pour pas mal de choses. Est-ce que cette touche un peu traditionnelle, pas forcément dans votre agence, mais est-ce qu'elle est un peu conservée, cette tradition de l'architecture? Je pense sincèrement que ça dépend des projets. Et moi, dans mon cas, c'était de l'architecture commerciale. Donc, on construisait de nouveaux immeubles ou bien on faisait de la réhabilitation. Donc, la réhabilitation, c'était souvent des projets landmark. Donc, on gardait les façades et tout l'intérieur était différent. Ou bien c'était des rénovations de plateaux bureaux. Donc là, dans la PM Architecture où j'ai travaillé. Et là, pour le coup, il y a tellement de règles que tu n'as pas énormément de liberté.
pour pouvoir dessiner un truc, l'enlever. Là, je faisais donc du résidentiel essentiellement, mais dans les appartements, on devait suivre des chartes de l'appartement, c'était du logement social, on devait suivre, donc il devait faire tant de mètres carrés, pour les 2 chambres, ça doit être comme ça, enfin, il y avait vraiment énormément de règles. Du coup, il y avait limite un seul plan possible et qui allait fonctionner. Moi, principalement, moi aussi, quand on parle VR en architecture, je pensais tout de suite que c'était un peu gadget, c'était un Moi, truc... je pense pas. Mais quand j'ai poussé un peu la réflexion, je me suis dit que souvent, en phase de conception, quand tu essaies d'imaginer une salle de bain, une chambre à coucher, je me dis que si j'avais maintenant un casque, je pourrais le réaliser vite fait avec un certain ensoleillement, etc. Et tout de suite, je saurais si... reste à savoir si il y a un réglage de fidélité, j'imagine, the lens of the camera that you have in your eyes. Est-ce que c'est un peu fidèle à la réalité? Mais si on arrive à calquer les paramètres de perspective, de focal length, etc., ça serait vraiment un truc révolutionnaire. Complètement. Mais après, il faut aussi que l'architecte et les ingénieurs puissent modéliser de façon parfaite. Voilà. Ce qui est malheureusement, en tout cas de mon expérience, difficilement fait. Parce que là, en général, donc, tout le monde se met au BIM, mais les architectes et les ingénieurs sont très, très réticents à l'idée de se mettre au BIM. Là, c'est les nouvelles générations. Tout le monde on est là, BIM, AI et compagnie. Mais les anciens architectes, ils ont une recette qui marche. Ils vont embaucher d'autres personnes, mais c'est juste un concept qui n'est pas démocratisé. Qui n'est pas démocratisé. Puis il y a les softwares qui coûtent cher et ça prend du temps aussi de modéliser. Et puis ton client, il veut tout le temps tout for yesterday. Ça prend du temps, quoi. Donc moi, en tout cas, l'expérience que j'ai eue à New York, on faisait du BIM, on avait VR pour l'un des derniers projets sur lesquels je bossais, mais il y avait, mais c'était l'architecte, il n'avait pas tout très bien conçu, donc il y avait des trucs, c'était pas au top, mais c'était l'idée était là, l'idée y était, et puis on voit qu'il y a beaucoup de potentiel aussi, c'est surtout ça. C'est vrai. Après, je pense que question d'urbanisme, il faut très souvent parler à la communauté et les inclure dans tout ce qui se passe. Et pour leur permettre d'être écoutés, pour permettre de voir avec eux comment faire pour réhabiliter là où ils habitent et pour rendre leurs conditions moins insalubres et avoir des conditions meilleures. Par exemple, si on revoit la Médina de Fès, qui était en déclin à un moment, on aurait pu la détruire, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont venues. Et puis aujourd'hui, en fait, elle n'est plus en déclin dans le sens où il y a beaucoup d'investisseurs étrangers ou marocains qui ont acheté des riads, qui l'ont repurpose. Et comme elle a été classée patrimoine UNESCO, il y a eu des fonds. En fait, c'est tout un... Il y a plein de choses qui ont été faites pour ça. Donc finalement, c'est une gentrification, mais qui sert un peu la Médina. C'est le même exemple à Marrakech. Est-ce que, à quel point on va laisser ces habitats se détériorer s'il y a un profit derrière et qu'il y a une réhabilitation, que ce soit esthétique, et qui reste dans la thématique de la Médina, c'est bon marché pour tout le monde. Parce qu'on se retrouve avec des bâtiments qui presque ne tient plus. Exactement. Et on n'enlève pas sous prétexte que c'est un patrimoine. Alors que les gens dedans, ils sont en danger. Exactement. Les réhabilitations d'immeubles que je faisais à New York, souvent, en fait, c'était des immeubles qui étaient... 20% des appartements étaient habités. Donc, c'était très peu. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on les relogeait temporairement. Et après, on réaménageait, on restaurait l'immeuble et on les ramenait là où ils étaient. Il avait appartement 4A, il revient appartement 4A. C'était un two-bedroom, il revient un two-bedroom, ou différemment. D'accord. Et on les relogeait. Et puis, ça nous permet, en fait, ces personnes-là qui habitaient dans un immeuble complètement insalubre et qui étaient c'était dangereux pour eux parce qu'il y aurait pu y avoir vraiment des problèmes, ils réhabitent dans un bel immeuble et ça crée aussi du logement social pour de nouvelles personnes pour qu'elles puissent
habiter en fait dans ces logements. Donc c'est cette réhabilitation-là qui peut être faite au Maroc, à Casablanca notamment. Pour rebondir au sujet de réhabilitation, c'est ce que vous faisiez avant. Oui. On constate que New York est surtout, contrairement à Paris ou à Fès, qui préfèrent souvent la rénovation pour conserver l'authenticité des bâtiments et tout ça, alors que New York, elle est réputée par la démolition et la reconstruction et le constant renouvellement des projets. On a un projet, il ne nous intéresse plus, on l'achète, on détruit et on construit une tour. Ouais, et du coup, pensez-vous que la destruction est-elle un signe d'évolution ou de suppression de mémoire? Pour moi, suppression de mémoire. Moi, je suis vraiment pour garder le patrimoine, encourager les gens à garder tout ce qu'il y a, le rénover, le rendre meilleur, mais vraiment les garder. Les façades, elles sont belles, c'est ornementé, c'est vraiment très joli. Et en fait, là, ce qui se passe, souvent à New York en tout cas, donc si c'est des quartiers qui sont classés patrimoine, donc on les garde, on doit tout garder, on ne peut rien faire. Mais il y a souvent des choses qui se passent où on garde l'immeuble et on achète les air rights, l'immeuble à côté, si c'est un vacant land par exemple, et va construire quelque chose et il achète les droits de l'air en fait, de l'immeuble à côté, qui ne pourra jamais avoir une hauteur plus élevée. Et ce qui fait que l'immeuble qui est dans un vacant land peut être construit à grande hauteur, parce que c'est des règles de zoning, des régulations. Après, je pense que les règles sont faites pour être enfreintes, en général. Oui. Et je dirais que, comme dirait Picasso, il a dit « Apprenez les règles comme un professionnel afin de pouvoir les briser comme un artiste. » Un artiste. Je suis totalement d'accord. Donc, je pense que ça rejoint la première question. Ouais. Est-ce que les règles limitent ou permettent une cohésion? Et je pense qu'en fait, c'est ça, on a besoin des deux. On a besoin des règles, c'est un cadre. Exactement. Si on n'en a pas, ça sera la jungle. Et si on les suit à 100%, on sera un peu robotisé. Voilà. Exactement. Donc, moi, personnellement, comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand je dessine un peu, je me disais toujours que finalement, c'est les gens qui vont faire un tableau contemporain qui vont vendre les tableaux les plus chers. C'est pas le mec qui a la technique parfaite, qui va faire le meilleur coup de pinceau, etc. Mais finalement, je parle pas de tout le monde, mais comme vous disiez pour Picasso, c'est quand il a appris les règles. Avant Picasso, c'était un bête d'artiste, c'était quelqu'un qui faisait des tableaux classiques comme tout le monde. Mais c'est en connaissant les règles qu'on peut développer, qu'on peut passer à un autre art, c'est celui de briser les règles. Et comment briser ces règles-là? Donc finalement, quand on parlait du règlement et quand on essaie de critiquer le règlement, c'est pas de le critiquer juste pour le critiquer, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faudra pas qu'on comprenne déjà l'intention de ces règlements qui sont avant tout là pour certaines motivations, et après on pourrait challenger ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui sont obsolètes, ceux qui sont un peu débiles, ceux qui servent certaines personnes, etc. Complètement. Je suis complètement d'accord avec tes propos. C'est bien de laisser ça comme comme code de synthèse. Voilà. Bon, c'est dommage que c'est moi qui dis le dernier mot. Je voulais que Madame, elle était... Dernier mot. Dernier mot pour... Moi, j'aurais des livres à conseiller. Alors, il y a New York Délire de Rem Koolhaas, The Death and Life of Great American Cities de Jane Jacobs, Le projet urbain de Alain Paneret, Où va la ville aujourd'hui de Jacques Lucan et L'urbanisme, utopie et réalité par Françoise Choé. Donc là, ce serait vraiment des livres que je conseillerais aux gens, jeunes architectes urbanistes, de les lire pour avoir une idée en fait sur l'urbanisme et comment ça se passe en fait en France et aux États-Unis, étant donné que ce sont mes deux expertises, France et Maroc et États-Unis. Parfait. Sur ce, Madame, écoutez, c'était avec plaisir. C'était très agréable. Partagé, merci beaucoup. Bien mieux que de ce qu'on pensait. Qu'on aurait aimé. Ah, super. Ah. Et du coup, on se revoit bientôt. Bientôt, ouais. Dans quelques semaines, Inch'Allah. Merci.